Stéphane pour ces mots de présentation. Juste un petit mot pour dire tout le plaisir que nous avons au sein du CESIS, donc du Centre d'études de la sécurité internationale et des coopérations européennes, à contribuer au lancement de ces premiers entretiens de la défense européenne. Le CESIS est un centre de l'Université Grenoble-Alpes et de Sciences Po Grenoble qui a depuis pas mal d'années maintenant investi beaucoup de son temps notamment dans les questions liées à la défense européenne. Alors c'est un moment assez opportun, idéal pour lancer ces entretiens de la défense européenne, car comme cela a été dit, il y a eu un développement tout de même assez rapide ces derniers mois, de nouvelles initiatives, de nouveaux mécanismes qui sont apparus avec... Stéphane le disait, une montée en puissance dans l'agenda européen des questions de défense, avec un tournant en 2013, commencé en 2013 avec le Conseil européen de décembre 2013. Et 2013, c'est 20 ans après le traité de Maastricht, donc le traité de Maastricht qui avait créé la politique étrangère et de sécurité commune, et donc qui avait fait entrer d'une certaine manière, les questions de défense, peut-être prudemment, mais néanmoins, elles étaient entrées dans le champ de l'Union européenne à ce moment-là. Alors, dans ces 20 années qui se sont écoulées entre 1993 et 2013, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On pourrait évoquer très rapidement 3 périodes pour cadrer historiquement cette évolution. Une période des années 90, où c'est encore l'Union de l'Europe occidentale qui est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre une politique européenne de défense, dans un contexte particulièrement difficile qui est celui des conflits balkaniques. Une première relance à partir de 98-99 avec la création d'une politique européenne de sécurité et de défense. Et puis la mise en place des éléments de cette politique sur le plan institutionnel, un comité militaire, un état-major, l'Agence européenne de défense, et puis sur le plan opérationnel, avec les premières opérations qui sont mises en œuvre à partir de 2003. Donc cette politique est une première relance et qui fait son entrée dans les traités avec le traité de Lisbonne en 2009. Et puis, moi, j'aurais tendance à considérer qu'il y a une troisième période qui est une période d'essoufflement après le lancement de cette politique, un certain essoufflement, une politique qui ne progresse peut-être plus autant qu'elle le faisait au départ. Alors 2013, comme je le disais, peut être considéré comme un moment clé, puisque le Conseil européen, en décembre 2013, évoque cette question de la défense européenne, et ça faisait longtemps qu'il ne le faisait plus, et qu'il était plutôt empêtré dans les questions relatives à la crise économique et financière. Et on voit se poser à ce moment-là les premiers jalons d'une relance de la défense européenne, évoqué comme un élément important de la stratégie globale de l'Union européenne de 2016, qui est présentée par Federica Mogherini. Effectivement, la Commission se saisit pleinement du dossier et en fait une de ses priorités, avec un plan d'action présenté en novembre 2016, avec aussi une logique un peu prospective, avec le document de réflexion sur l'avenir de la défense européenne en juin 2017. Et puis cette relance obtient aussi le soutien ou l'approbation des États au sein du Conseil européen, au sein du Conseil, à plusieurs moments clés. Et donc les institutions de représentation des États vont approuver le lancement de nouveaux mécanismes, notamment le mécanisme d'examen annuel coordonné de défense, la coopération structurée permanente ou le Fonds européen de défense, qui seront donc les trois instruments nouveaux que nous allons étudier dans cette matinée. Alors ces avancées, cette relance, comment peut-on l'appréhender ? Quelles sont les questions qu'on peut se poser à leur propos ? Moi,
soulèverai comme ça en guise d'introduction 3 types de questionnements. Un premier questionnement sur le contenu des nouveaux instruments. Quels sont les objectifs? Quels sont les moyens mobilisés? Les modalités de mise en œuvre? Au-delà de ce qui a été décidé jusque-là, qu'est-ce qui sera fait à l'avenir et comment ces instruments vont-ils évoluer? Pourquoi avoir choisi ces modalités-là plutôt que d'autres? Ça, c'est un premier groupe de questions sur le contenu et la méthode qui a été utilisée. Un deuxième type de questionnement porterait sur la dynamique actuelle qui porte ces nouvelles initiatives. Qui en est à l'origine et qu'est-ce qui explique que cette dynamique existe aujourd'hui, particulièrement dans ces années depuis 2016, en fait? Est-ce que c'est, pour reprendre le vocabulaire de la science politique, est-ce que c'est lié au rôle d'entrepreneur politique que peuvent jouer certains acteurs? On peut penser à la Commission, mais y a-t-il d'autres entrepreneurs politiques sur ce sujet? Le Parlement, l'Agence européenne de défense, et on peut en imaginer d'autres. Ou certains États pourraient aussi jouer ce rôle. Stéphane évoquait le discours du président Macron d'il y a quelques semaines. Une deuxième piste pour expliquer cette dynamique pourrait être aussi, et c'est particulièrement important de le souligner, les interactions entre les domaines de compétences de l'Union européenne. Puisque j'ai parlé de la politique de sécurité et de défense commune, mais en réalité, les initiatives ne sont pas toutes incluses, loin de là, dans la politique de sécurité et de défense commune. Et certaines vont concerner donc la DG GROW notamment, le marché, la logique de la politique industrielle. Et par ce biais-là, on entre dans le champ de la politique de défense autrement que par le biais intergouvernemental de la PSDC. Et ces interactions entre les domaines de compétences de l'Union, c'est peut-être aussi une piste. Et puis une troisième piste d'explication, c'est le contexte, tous les éléments de contexte qu'on peut signaler, interne, le Brexit en particulier, la crise économique et la sortie de crise progressive, et puis externe avec par exemple l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis. Et puis pour terminer, troisième type d'interrogation, eh bien, cette dynamique que l'on a vu se mettre en place dans les années récentes, peut-elle se poursuivre? De quelle manière? Et quels sont peut-être les obstacles à surmonter si l'on veut que les instruments mis en place puissent fonctionner et donner un plein effet, permettre aux Européens d'assurer leur défense ou de contribuer de manière plus importante à la sécurité internationale et aux opérations extérieures. Alors c'est un petit peu ces interrogations-là qui peuvent animer nos débats, mais je suis sûr qu'il y en a sans doute beaucoup d'autres. Et on essaiera donc à travers ces entretiens d'offrir des éléments de réponse en 2 temps, donc avec une première demi-journée qui sera consacrée à un état des lieux, faire un peu la pédagogie des concepts clés, faire comprendre les enjeux au-delà de leur technicité, mais tout en affrontant tout de même leur technicité. Et la deuxième journée permettra d'évoquer les perspectives, de débattre avec des acteurs de la défense européenne des évolutions possibles. Alors ce matin, nous aurons trois interventions. La première sur la coopération structurée permanente, une intervention de Frédéric Moreau, que je présenterai plus en détail tout de suite après. Deuxième intervention de Fanny Coulon sur l'examen annuel coordonné de défense. Et la troisième intervention sur le Fonds européen de défense. Je les remercie d'avoir accepté notre invitation et le défi de présenter ces nouveaux mécanismes ce matin devant vous.